Bonjour et bienvenue au balado d'Impôt Expert, vos impôts à votre façon. Mon nom est Ida Cheli, je suis la co-animatrice avec Jerry Vitoratos aujourd'hui. Bonjour Jerry, comment ça va? Ah, ça va, Ida. Je pense que c'est la saison. Hein. On est presque à la Oui, fin de oui, la saison d'impôt. Là. On est pas mal fatigué. Comme je l'avais mentionné dans l'autre balado, ben, vous voyez que mes cernes, vraiment, ça continue ça continue sur mes joues. Là. Donc, vers la fin de la saison, ça devrait s'arrêter. Je l'espère de toute façon. Là. je te donne un conseil, le maquillage C'est fonctionne. vrai. Ben, on est des Regarde, célébrités maintenant. Hein, on est des célébrités. Là, tu donc, je es la devrais. célébrité. Ouais, ouais, sans toi, je peux pas le faire, là, tu sais, à se parler à moi-même, là, je pense pas que ça va être un beau balado, là, on est des célébrités, donc je pense que je dois investir à du maquillage, là, tu sais, comme les acteurs, là, tu sais, je pense que j'ai pas le choix, là, parce que avec la saison, là, comme vous le voyez, là, c'est pas mal noir présentement, mais on est là, on est presque là. Puis quand ce Oui, balado-là va sortir, je pense que ça va être à mi-avril, là, au grosso modo, là, donc je pense qu'on va être presque là. Là. On voit la lumière au bout du chemin, là. Donc, on est presque là. Donc, qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? Là? C'est quoi le thème? OK. Aujourd'hui, on va parler des principaux crédits d'impôt et prestations pour les familles. C'est quand Oui, même très intéressant, c'est très complexe, on a beaucoup d'informations. On oui. va probablement parler de quelques points en particulier et le Mhm. reste sera dans dans le blog que tu as composé, que tu as écrit pour nous. Oui, exactement. Donc, avec la description de ce balado que vous nous entendez présentement avec, par exemple, Apple Music ou Google Podcast, ou que vous nous visionnez présentement sur YouTube, dans la description de ce balado, on va inclure le lien à l'article de blog qu'on met sur notre site web, qui va expliquer le tout de qu'est-ce qu'on va discuter. On va voir tous les détails de qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui dans ce balado, dans le lien, dans le blog que j'avais écrit dernièrement. Donc, c'est quoi le premier qu'on va voir maintenant de ces Alors, avantages-là? OK, on va commencer avec l'allocation canadienne pour enfants. Oui. Donc, puis on a aussi évidemment l'équivalent du côté du Québec, à l'allocation familiale du Québec dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on parle ici? C'est qu'on parle dans ce cas d'une allocation mensuelle qui est reçue par les familles qui ont des enfants de moins de 18 ans. OK, dans ce cas. Et il y a un montant supplémentaire qu'on peut recevoir pour les enfants de moins de 6 ans. OK, donc, pour recevoir ces prestations-là, autant au fédéral qu'au Québec, il faut produire une déclaration de revenus pour les deux paliers. Donc, fédéral, Québec, il faut produire les déclarations de revenus. Et en se basant sur ces déclarations de revenus-là, les deux paliers du gouvernement vont payer ou vont verser ces allocations-là aux familles. OK? Donc, l'allocation comme telle, c'est basé sur le revenu familial de l'année. Donc, et c'est pour cela qu'il faut produire une déclaration de revenus parce que pour déterminer le montant que les deux paliers du gouvernement vont vous verser durant l'année, ben, il faut envoyer une déclaration de revenus et dans ce cas, le gouvernement va déterminer en se basant sur le revenu familial. Donc, si vous êtes une famille monoparentale, ben, c'est votre revenu individuel. Si vous êtes une famille avec un conjoint, par exemple, que ce soit un conjoint de fait ou que vous êtes marié dans ce cas, ben, c'est le revenu combiné que les deux paliers du gouvernement vont utiliser pour déterminer la prestation ou la mensualité qui va être versée. Évidemment, c'est basé sur le revenu familial qui veut dire que le plus de revenus que vous gagnez, ben, le moins de prestations que vous allez recevoir. OK? Et à un certain seuil de revenus combinés, le gouvernement va couper carrément ces prestations-là, mais le seuil est géant. Là. C'est vraiment assez gros avant de vraiment arriver à ce revenu-là. Donc, il y a des fortes chances, pour la plupart que vous nous entendez présentement, vous êtes admissible à cette prestation-là. Encore une fois, l'important, c'est de produire la déclaration à temps. Par exemple, au fédéral, les versements vont recommencer à chaque mois de juillet de chaque année. Donc, les versements se font entre le mois de juillet jusqu'au mois de juin de l'année suivante. OK? Donc, pour être capable, pour être capable de recevoir à temps le premier versement qui va commencer le mois de juillet, dont le gouvernement va recalculer ces versements-là, il faut produire
produire vos déclarations de revenus à temps. Donc, même si vous avez, par exemple, un conjoint à 0 revenu, c'est important de quand même produire sa déclaration de revenus et de l'envoyer aux 2 paliers du gouvernement. Comme ça, le gouvernement va savoir c'est quoi son revenu net et il n'y aurait pas de délai dans ce cas, dans les versements, quand les 2 paliers du gouvernement vont recalculer ces versements-là. OK, c'est un point très important. Il faut faire une déclaration d'impôt. Oui, il faut vraiment produire. Puis ça, c'est pas seulement, par exemple, pour la TPS aussi, là, la solidarité, il faut produire la déclaration de revenus aussi. Donc, peu importe la prestation que le gouvernement va vous verser, du moment que c'est basé sur le revenu que vous avez gagné, bien, ça prend une déclaration de revenus. C'est la seule façon que le gouvernement va être capable de déterminer le montant qu'il doit vous verser, OK, dans ce cas. Et si vous voulez les recevoir à temps, OK, ces prestations-là, il faut les envoyer à temps. Vos déclarations de revenus, qui veut dire avant le 30 avril. Okay, et comme tu as mentionné, très important, même si c'est vous n'avez aucun revenu, il faut quand même le faire, une déclaration à 0 revenu. Oui, absolument. C'est vraiment important. C'est la seule façon qu'on peut confirmer au gouvernement que votre conjoint, par exemple, ou que vous n'avez pas de revenus à déclarer. Comme ça, le gouvernement peut bien déterminer ces prestations-là. OK. On passe au prochain point. C'est la déduction pour frais de garde d'enfants. Oui, donc on a déduction du côté fédéral, on a le crédit remboursable du côté du Québec. OK, donc des deux bords, on a dans ce cas, donc c'est quoi en d'autres mots la déduction du côté fédéral? Ben on parle dans ce cas-là, on parle des frais que vous avez engagés pour envoyer vos enfants à une garderie. OK, et le but de ces frais-là, c'est de vous permettre de travailler. OK? C'est vraiment ça le but. Et donc, là, on voit déjà le critère d'admissibilité de base, autant du côté du fédéral que du Québec, à cause du fait que le but, c'est pour vous laisser travailler dans ce cas-là, pour que vous mettez vos enfants dans les garderies. Donc, il veut dire il faut avoir dans ce cas-là un revenu gagné, qui veut dire soit un revenu d'emploi, soit un revenu de travailleur autonome. OK? Et du côté fédéral, pour le travailleur autonome, il faut que le revenu soit positif, qui veut dire on ne peut pas réclamer les frais de garde du moment qu'on a une perte. OK? Dans ce cas. Au Québec, on n'a pas ce critère-là du montant du revenu. Si vous avez gagné un revenu d'emploi ou un revenu d'entreprise, dans ce cas-là, c'est assez pour réclamer le crédit remboursable, OK, du côté du Québec. OK, bon. Maintenant, au fédéral, c'est une déduction qui veut dire qu'on réduit le revenu imposable par le montant des frais que vous avez payés. Donc, exemple, si on prend un exemple archi simple, prenons qu'on a gagné 50 000 $ de revenus durant l'année et qu'on a des 5 000 de frais de garde durant l'année, qui veut dire qu'on va être imposé du côté fédéral sur 45 000. Donc, la différence. Donc le 50 000 moins 5 000, 45 000 ont été imposés sur 45 000 au lieu de 50 000. C'est ça qu'on veut dire par déduction sur la déclaration de revenus. Alors qu'au Québec, c'est un crédit remboursable, qui veut dire que le gouvernement va carrément vous rembourser, OK, le crédit. Ils vont vous rembourser dans ce cas-là le montant du crédit qui est déterminé sur l'annexe en particulier, qui est l'annexe C, OK, dans ce cas. Donc, c'est différent dans ce sens-là. Bon, autre particularité du côté fédéral, c'est le fait que c'est toujours le conjoint avec le moindre revenu qui réclame la déduction. C'est l'obligation du côté fédéral. On n'a pas cette obligation-là du côté du Québec. OK? Du côté du Québec, c'est un crédit remboursable et les deux conjoints peuvent le réclamer. Mais si vous avez un conjoint du côté fédéral, ben c'est le conjoint avec le moindre revenu qui va réclamer cette déduction-là, à moins que le conjoint à moindre revenu se retrouve dans une situation particulière. OK? Exemple, le conjoint à moindre revenu est un étudiant à temps plein ou à temps partiel dans une institution postsecondaire. Ça, c'est un exemple. OK? Un autre exemple, c'est par exemple quand le conjoint avec le moindre revenu est hospitalisé. C'est un autre exemple dans ce cas-là. Donc, pour les semaines dans ce cas-là, qu'on se retrouve dans cette situation particulière, on peut maintenant partager la déduction de façon proratée entre les deux conjoints, mais seulement dans le cas où on a cette situation particulière. OK? Bon, au fédéral maintenant, la déduction qu'on peut réclamer, c'est le moindre de 3 montants. C'est soit les frais comme tels que vous avez payés, soit le montant fixe, donc le montant fixe par enfant
que le gouvernement fédéral va fixer, donc un plafond que le fédéral va fixer par enfant, dépendamment de l'âge de l'enfant. Et troisièmement, c'est 2/3 du revenu gagné durant l'année. Donc, comme j'avais mentionné auparavant, si j'ai une perte d'entreprise, ben 2/3 d'une perte, c'est 0, qui veut dire que je ne peux pas réclamer dans ce cas-là la déduction. OK? Au Québec, on a seulement le moindre de 2 montants au lieu de 3. OK? Donc, au Québec, c'est le moindre de soit les frais comme tels ou soit le plafond fixé par enfant. OK? Donc, on n'a pas la particularité du 2/3 du revenu gagné du côté du Québec. OK? Donc, c'est l'aspect distinctif entre les deux paliers. Ça inclut les colonies de vacances aussi qui tombent dans les frais de garde? Oui, absolument. Oui, donc, par exemple, si vous avez un enfant qui est au primaire ou au secondaire, OK, et que, encore une fois, pour vous permettre de travailler, dans ce cas-là, vous avez besoin de mettre votre enfant dans une colonie de vacances. Donc, dans une colonie de vacances, dans ce cas-là, les frais de colonie de vacances sont admissibles comme frais de garde, mais l'enfant doit avoir moins de 16 ans. Ça, c'est la particularité. L'enfant doit avoir moins de 16 ans pour que ça soit admissible. C'est pas obligatoire non plus que la colonie de vacances soit une colonie où l'enfant part pour quelques semaines, OK, à l'extérieur de la maison. Ça pourrait être, par exemple, une colonie de vacances qui se retrouve dans la municipalité que vous retrouvez et dont vous ramassez votre enfant à tous les jours. OK, donc ça pourrait inclure ce type de colonie aussi. OK. Est-ce que les garderies subventionnées ici au Québec tombent dans la même catégorie? Non. Et c'est là le catch, OK? C'est là le hic dans ce cas-là. Si vous êtes dans une garderie subventionnée de 8 $, on ne parle pas, par exemple, subventionné par le crédit anticipé. Ça, c'est différent. Si vous êtes dans une garderie privée au Québec, OK, dont vous vous faites rembourser à chaque mois par le gouvernement en demandant le crédit de façon anticipée, ça compte pas. On peut réclamer la différence comme on peut réclamer les frais de garde dans ce cas-là. OK? Mais si vous êtes dans une garderie subventionnée de, par exemple, qu'on appelle communément le 8 $ par jour, là, qu'on appelle communément, dans ce cas-là, on ne peut pas réclamer le crédit d'impôt au Québec pour le 8 $ par jour qu'on paye. Parce que pour le gouvernement provincial, pour le gouvernement du Québec, il considère qu'il vous donne déjà un gros rabais sur vos frais de garde. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas réclamer le crédit sur le 8 $. Mais le 8 $ par jour est admissible au fédéral comme déduction. Ça, on peut le réclamer du côté du fédéral, mais pas au Québec. Parfait. Merci pour la petite distinction. Alors, maintenant, on va passer la différence ou la similarité entre le montant pour une personne à charge admissible et le montant pour un époux ou conjoint de fait. Oui. Donc, c'est au fédéral seulement qu'on parle ici. Donc, on parle de crédits non remboursables qui vont s'exclure mutuellement. OK? Donc, qui veut dire que, par exemple, si j'ai un conjoint, OK, je peux réclamer le conjoint comme une personne à charge, OK? Et la façon que mon conjoint va être déterminé comme une personne à charge, dans ce cas, c'est son revenu. Donc, si son revenu est en dessous du montant personnel de base de la déclaration de revenu fédéral, qui est fixé à 15 000 pour l'année 2023, dans ce cas-là, je peux réclamer mon conjoint comme à charge, dans ce cas, pour le montant pour époux conjoint de fait. Donc, le crédit comme tel, qu'est-ce que je réclame? C'est, je prends 15 000 qui est le montant personnel de base, moins le revenu net de mon conjoint, et la différence, je le réclame à un taux de 15 %. Et ce montant-là, je l'utilise pour réduire mon impôt fédéral. OK? Bon, ça, c'est le montant pour époux conjoint de fait. Le montant personne à charge, dans ce cas, c'est pour, je réclame un enfant à charge de moins de 18 ans. Mais les seules personnes qui peuvent réclamer le montant de personne à charge, ce sont les familles monoparentales. Donc, le critère de base pour réclamer le montant de personne à charge, c'est que je n'ai pas de conjoint, OK, durant l'année. OK, donc, il veut dire, comme vous voyez là, les deux crédits s'excluent mutuellement. Si j'ai un conjoint, ben, je ne peux pas réclamer personne à charge parce que je ne suis pas une famille monoparentale. Mais si je réclame montant de personne à charge, ça veut dire que je n'ai pas de conjoint, qui veut dire que je ne peux pas réclamer le montant pour époux conjoint de fait. Donc, dans le cas où vous avez des familles
marié ou conjoint de fait avec des enfants de moins de 18 ans, on peut seulement réclamer le montant pour époux conjoint de fait. On ne peut pas réclamer le montant personne à charge. Il y a quelques exceptions à cette règle-là qu'on va voir dans quelques secondes, là, que je vais expliquer, mais la règle de base, c'est ça. Donc, pour le montant pour personne à charge, ben, le principe, c'est le même. OK? Je prends le montant personnel de base de 15 000, je le réduis par le revenu net de l'enfant et la différence, je réclame à un taux de 15 %. OK? Je réclame 15 % de la différence de ce calcul-là. OK? Donc, ça, c'est le montant pour personne à charge. Bon, maintenant, les cas exceptionnels dont on peut peut-être réclamer les deux ou un ou l'autre dans la même année, un ou l'autre dans ce cas, c'est dans le cas où on a un changement d'état civil. Exemple, je me marie ou je deviens conjoint de fait ou exemple, je me sépare durant l'année. Donc, dans ces scénarios-là, j'ai le choix entre les deux. Exemple, parce que pour le critère de base pour les deux crédits, c'est que je rejoins les critères à un moment de l'année. OK? Donc, il veut dire que prenons un cas typique. Moi, j'ai un enfant d'une autre relation et là, je me marie avec une autre personne et j'amène mon enfant avec moi dans cette nouvelle relation. Ben, dans ce cas-là, dans l'année du changement d'état civil, je peux soit réclamer personne à charge, soit réclamer montant pour époux conjoint de fait. Parce que je rejoins le critère du un moment de l'année, qui veut dire à un moment de l'année, j'avais un conjoint. À un moment de l'année, je n'avais pas de conjoint, qui veut dire que je peux réclamer montant personne à charge. C'est un choix que j'effectue et je prends celui qui est le plus avantageux habituellement. Puis habituellement, le plus avantageux, c'est évidemment personne à charge parce que l'enfant, il y a des fortes chances, n'aurait pas beaucoup de revenus. OK. Quand même pas mal complexe. Ouais. Alors, passons maintenant à un enfant ou un conjoint handicapé. Oui. Et l'handicap, c'est un gros concept dans la fiscalité, OK? Particulièrement pour les déclarations de revenus. Pourquoi? Parce que ça ouvre la porte à plusieurs crédits et prestations qu'on peut réclamer. OK, ça ouvre vraiment carrément la porte. C'est comme la clé qui va déverrouiller cette porte-là sur plusieurs crédits et sur plusieurs prestations. Donc, juste pour vous montrer, là, je vais aller voir ma liste parce qu'il y en a pas mal là-dedans. Puis, je pense, nous, on s'est limité à 4 dans ce cas, mais sachez qu'il y en a plusieurs dans ce cas-là qui sont affectés par le montant pour handicapés. Bon, sachez que premièrement, l'handicap doit être reconnu par le gouvernement autant au fédéral qu'au provincial qu'au Québec. Qui veut dire que si vous avez une condition, ou si par exemple votre conjoint ou votre enfant a une condition qui nuit beaucoup aux activités quotidiennes de tous les jours dans ce cas, OK, ben dans ce cas, vous pouvez faire cette condition-là certifiée par un médecin sur un formulaire en particulier qui est le T2201. Il y en a aussi un équivalent du Québec. Encore une fois, dans notre article de blog, on vous donne les liens pour les deux. Excusez-moi, pour les deux dans ce cas. Du moment que c'est complété par le médecin, vous envoyez les formulaires aux deux paliers du gouvernement et là, vous attendez la confirmation des deux paliers du gouvernement. Du moment que vous avez cette confirmation-là, ben là, maintenant, vous avez la disponibilité de réclamer, premièrement, le montant pour handicapés, donc le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Ça, c'est premièrement. OK? Et deuxièmement, ça ouvre la porte à d'autres crédits et d'autres prestations qu'on pourrait réclamer maintenant, à cause du fait que maintenant, on a un handicap qui est reconnu par les deux paliers du gouvernement. OK? Donc, quelques exemples de ces crédits et prestations-là. Premièrement, je l'ai mentionné, c'est le crédit d'impôt pour personnes handicapées, donc pour le conjoint dans ce cas-là et pour l'enfant. Et en plus, si le conjoint ou l'enfant n'en ont pas besoin pour réduire leur impôt fédéral ou du Québec à 0, ben le montant excédentaire est transférable dans ce cas-là, est transférable au chef dans ce cas-là, à vous directement. OK? Donc, sachez qu'au fédéral, c'est un crédit non remboursable, alors qu'au Québec, c'est un montant additionnel qui est rajouté aux prestations familiales. OK? Donc, c'est aussi simple que ça du côté du Québec. Puis, on va voir aussi qu'au fédéral, on a le même principe
aussi. Pour le conjoint, exemple, si le conjoint est admissible à ce crédit-là et le conjoint n'en a pas besoin pour réduire son impôt fédéral à zéro, dans ce cas-là, le conjoint transfère le montant excédentaire chez vous, dans ce cas, pour que vous pouvez le réclamer. Donc, et puis le crédit, c'est quand même assez gros là, comme montant. OK? Donc, c'est quand même c'est un gros crédit sur la déclaration de revenus. Après ça, du côté fédéral, on a le crédit canadien pour aidant naturel. OK? Donc, c'est un autre crédit qu'on peut réclamer. OK? À cause du fait que maintenant, on a un handicap qui est reconnu. Donc, exemple, si vous avez le conjoint qui est handicapé ou si vous avez l'enfant qui est handicapé, ben, les deux crédits qu'on vient juste de mentionner, montant pour époux conjoint de fait et montant pour personne à charge, on a maintenant un montant supplémentaire qui est rajouté à ces crédits-là, qui est de 2500 dollars chaque. Donc, exemple, j'avais mentionné pour déterminer ces crédits-là, c'était 15 000 moins le revenu net. Ben, avec maintenant, avec un handicap reconnu, on rajoute maintenant aux 15 000 un autre 2 500. OK, qui veut dire c'est 17 500 moins le revenu net maintenant au lieu de 15 000 moins le revenu net. Donc, on a un montant supplémentaire qu'on peut réclamer de 2 500 grosso modo à un taux de 15 évidemment, qu'on peut rajouter à ces deux crédits-là. OK? Après ça, on peut aussi réclamer le crédit pour aidant naturel pour d'autres types de personnes à charge. Par exemple, un parent aîné. Par exemple, votre frère, votre sœur, etc., etc. Du moment qu'ils sont handicapés et que vous êtes leur aidant naturel, OK, et que vous les gardez chez vous, ben dans ce cas-là, avec l'handicap reconnu, vous pouvez maintenant réclamer cette autre composante du crédit pour aidant naturel que vous réclamez maintenant, que vous réclamez directement sur votre déclaration de revenus du fédéral. Et vous avez le même principe au Québec. Vous avez le crédit pour aidant naturel aussi au Québec maintenant. On peut réclamer pour cet autre type de personne à charge. OK? Aussi pour le conjoint. OK? Et au Québec, alors qu'au fédéral, c'est un crédit non remboursable. Au Québec, c'est remboursable, qui veut dire, peu importe si vous êtes imposable ou non, vous allez récupérer le plein crédit. Le crédit n'est pas réduit. Vous le récupérez entièrement. C'est ça qu'on veut dire par crédit remboursable. Bon, autre montant qu'on peut réclamer, c'est prestations pour enfants handicapés. Puis ça, c'est un montant supplémentaire sur la prestation canadienne pour les enfants. Et on a aussi un montant supplémentaire du côté du Québec pour les allocations familiales. OK? Vous avez un montant supplémentaire qui est rajouté à ces deux prestations-là du moment que vous avez un handicap reconnu. Et finalement, vous avez du côté fédéral, on peut réclamer un crédit additionnel non remboursable qu'on appelle dépenses pour l'accessibilité domiciliaire, dont si on apporte des rénovations à la maison pour le rendre plus accessible à quelqu'un qui est admissible ou qui a un handicap reconnu dans ce cas, on peut réclamer ces rénovations-là jusqu'à 20 000 $ de rénovation pour ce crédit non remboursable. OK? Qui est, encore une fois, le crédit, c'est les frais comme tels à un taux de 15 qu'on peut réclamer et les frais sont plafonnés à 20 000. En plus, le gouvernement fédéral vous laisse réclamer les mêmes frais de rénovation dans les frais médicaux. Donc, on peut carrément doubler, on peut doubler les crédits pour ces frais de rénovation-là. C'est permis dans la loi, c'est écrit carrément dans la loi, mais seulement du moment qu'on a un handicap reconnu. Du côté du Québec, on les réclame comme des frais médicaux, tout simplement. OK, on peut rajouter aux frais médicaux ces rénovations-là directement. OK, donc ça, c'est des exemples de crédits et d'avantages ou de prestations qu'on peut réclamer du moment qu'on est admissible ou qu'on a un handicap reconnu par les deux paliers du gouvernement. Donc, c'est quand même des crédits qui sont substantiels, OK, qu'on peut réclamer. En plus, du moment qu'on est reconnu avec un handicap, si on est reconnu avec un handicap dans les années antérieures aussi, ben on peut aussi faire des réclamations sur ces montants-là rétroactivement. En plus. Donc, exemple, si votre médecin, dans le certificat, reconnaît que vous avez un handicap depuis 2 ans ou 3 ans, ben vous pouvez maintenant amender ou faire des rajustements dans vos déclarations de revenus pour les années antérieures, pour les années dont vous avez un handicap reconnu, et vous pouvez maintenant récupérer ces crédits-là que vous n'avez pas eu accès à cause que l'handicap n'a pas été reconnu quand vous avez produit ces déclarations de revenus. Donc, on peut retourner rétroactivement. Sachez que les rajustements, on peut retourner jusqu'à 10 ans
en arrière. Donc, du moment que le médecin reconnaît l'handicap pour plusieurs années, on peut rétroactivement faire ces réclamations. OK. Et on envoie le certificat par la poste, c'est ça? Puis il faut être Oui. accepté avant de prendre les déductions sur la déclaration. Oui, exactement. Oui, donc, la première étape, c'est premièrement de sortir le certificat qu'on va vous donner les liens sur notre article de blog. Il faut sortir ces formulaires-là, les rendre à votre médecin. Votre médecin va les compléter. Ils sont habitués habituellement. Ils en font plusieurs de ces formulaires-là habituellement. Donc, ils connaissent ils savent quoi faire. Ils vont le compléter. Ils vont le faire signer. Ils vont l'envoyer. Et là, vous prenez ces certificats-là et vous les envoyez par la poste. Malheureusement, on ne peut pas les transmettre. Mais sachez que je le mentionne tout le temps avec les transmissions électroniques que je recommande habituellement parce que ça prend beaucoup de temps par les deux paliers du gouvernement pour cotiser vos déclarations de revenus. Mais sachez que pour les certificats d'handicap, les deux paliers du gouvernement sont très rapides parce qu'ils ils connaissent déjà que ce sont des montants importants que vous pouvez réclamer maintenant sur vos déclarations de revenus. Donc, le processus de confirmation pour l'handicap des deux bords, c'est assez rapide. Habituellement, ça prend 2 à 3 semaines, grosso modo, OK, pour le faire reconnaître. Du moment que vous recevez la confirmation des deux paliers du gouvernement, là, maintenant, vous êtes prêt maintenant à réclamer ces montants-là et de les réclamer de façon rétroactive. Donc, vous pouvez aller rétroactivement faire des rajustements pour les années dont vous avez maintenant cette reconnaissance d'handicap et amender vos déclarations et rajouter vos déclarations de revenus et récupérer votre argent. Moi, je vous recommande fortement, si vous soupçonnez, si vous avez un membre de la famille ou vous-même, que vous avez une condition qui nuit beaucoup à vos activités quotidiennes, allez-y à votre médecin immédiatement avec le certificat, puis faites confirmer avec votre médecin que vous êtes admissible à ce crédit. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de réduction d'impôts que vous pouvez réclamer des deux paliers du gouvernement que vous laissez là, que vous laissez dans les mains du gouvernement, alors que vous pouvez maintenant aller à votre médecin, le faire signer par votre médecin, l'envoyer au gouvernement. Ça prend habituellement 2-3 semaines. Vous avez la confirmation. Après ça, vous amendez ou vous rajoutez vos déclarations de revenus et vous allez récupérer votre argent. Donc, n'attendez pas là. Du moment que vous soupçonnez que vous avez ces conditions-là, confirmez-le avec votre médecin. Si le médecin confirme que vous êtes admissible, mais donnez ce certificat-là à votre médecin, faites-le signer, postez-le et là, faites vos rajustements. Excellent. Maintenant, on a passé à travers les plus gros points du blog que tu as écrit. Dans le blog, on parle aussi du régime enregistré d'épargne d'études, ainsi que les transferts entre conjoints, incluant les frais de scolarité. Alors, on a passé à travers toute la plupart du blog. Un rappel, la date pour soumettre les déclarations, c'est le 30 avril cette année. Alors, est-ce qu'il y a autre point que tu veux passer à travers avant qu'on conclue le balado? Bien, absolument. C'est juste de présenter les ressources qu'on offre à tout le monde qui nous écoute présentement ou qui nous visionne présentement. On a beaucoup de ressources. Par exemple, sur notre site web à impoexpert.ca, on a plusieurs articles de blog qui vont vous apprendre sur plusieurs thèmes de la fiscalité, incluant, par exemple, la mise à jour fiscale avec les nouveautés sur la déclaration de revenus, autant au fédéral qu'au Québec. Allez-y le consulter. N'hésitez pas. On offre ça gratuitement. Là, vous n'avez pas besoin d'être client chez nous pour aller voir tous ces renseignements-là. On a aussi notre page YouTube, dont, par exemple, il y a des fortes chances que vous nous visionnez présentement sur la page YouTube. On a plusieurs balados sur la page YouTube dont on vous apprend encore une fois sur plusieurs sujets variés de la fiscalité pour maximiser vos déclarations de revenus. On a aussi beaucoup de vidéos pratiques sur l'usage du logiciel. Donc, on a plusieurs sujets sur comment faire, par exemple, comment faire le téléchargement des feuillets avec ImpoExpert, comment je réclame certains montants avec ImpoExpert, etc., etc. On a aussi d'autres vidéos d'instruction sur des thèmes de fiscalité en général qu'on fait. Donc, encore une fois, on vous offre ça gratuitement. Là, c'est tout à fait gratuit que vous pouvez maximiser vos déclarations de revenus. Et on a aussi notre page Facebook. Allez-y, aimez notre page Facebook parce que on offre aussi des foires aux questions régulièrement. Donc, vous pouvez me poser des questions directement, vos questions de fiscalité. Donc, en aimant notre
notre page, vous allez avoir une notification sur la prochaine fois qu'on va faire ces foires aux questions avec vous. Donc, n'hésitez pas à aller consulter, à aller aimer notre page Facebook pour avoir la notification sur la prochaine foire aux questions qu'on va faire. Excellent. Alors ça conclut notre balado pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Jerry. L'information que tu nous donnes est vraiment utile. Alors, merci beaucoup tout le monde et passez une belle journée. Merci tout le monde.